Cher meneur et meneuse de jeux pédagogiques, toi qui t'intéresses à la pédagogie par le jeu, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour que l'enfant profite de tous les bienfaits du jeu. Bonjour, je suis Christophe du blog Apprendre par le jeu et pour faire suite à notre précédente vidéo sur l'importance du jeu pour l'enfant, où en quelques mots je voyais que l'enfant est dans son élément quand il joue et qu'il apprenait des tas de choses et qu'il développait des tas de compétences dans le jeu. Pour résumer, on a vu que le plaisir qu'il éprouve le motive à agir et à poursuivre son activité, que les découvertes qu'il fait l'obligent à trouver des stratégies d'action et d'adaptation, que la maîtrise qu'il acquiert lui donne confiance en lui et lui permet de prendre des initiatives, que la créativité qu'il développe lui donne les capacités à résoudre les problèmes, et que les moyens d'expression qu'il met en place lui donnent les moyens d'exprimer ses sentiments et de communiquer. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il y a d'abord, il y a des préalables à ça qui ont l'air évidents, mais qui doivent être remplis, c'est-à-dire que l'enfant, les besoins fondamentaux de l'enfant doivent être satisfaits. Je veux dire, il faut qu'il n'ait pas faim, il faut qu'il n'ait pas soif, il faut qu'il ait ni trop chaud, ni trop froid, qu'il n'ait pas mal quelque part. Sinon, évidemment, il ne sera pas possible de focaliser l'attention de l'enfant sur autre chose que sur ces besoins-là qui vont être prioritaires dans son attention et dans son esprit. Donc c'est pourquoi un parent bienveillant doit toujours faire attention en premier lieu à satisfaire ses besoins élémentaux. Le deuxième besoin de l'enfant, qui est aussi vital que le premier, c'est le besoin affectif. L'enfant a besoin d'être aimé, l'enfant a besoin d'être rassuré et de se sentir dans un environnement sécurisé. Alors sécurisé, j'allais dire, ça ne veut pas dire sécuritaire, ça ne veut pas dire qu'il doit être enfermé dans un parc. Ça, c'est plutôt la vision du parent pour être tranquille. Mais l'enfant, lui, il a besoin de sentir que ses parents sont sereins et en paix, et qu'à ce moment-là, ça veut dire pour lui que le monde qui l'entoure est serein et en paix et qu'il va pouvoir aller à sa rencontre et à son exploration. Alors, des fois, ça arrive qu'on ait des soucis soit ponctuels, soit qu'on ait des charges du passé qui nous mettent dans une situation où on ne se sent pas bien. Alors évidemment, ça va être difficile pour l'enfant. Et surtout, il va falloir essayer au maximum de ne pas reporter toute cette charge sur l'enfant, parce que l'enfant, évidemment, a besoin de cette affection, a besoin de se sentir aimé et entouré. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin, l'enfant a aussi besoin de cette présence et de cette attention, de cette présence bienfaisante, c'est-à-dire que il n'a pas besoin qu'on soit tout le temps sur son dos, mais il a besoin qu'on le regarde. D'ailleurs, il demande toujours, il recherche toujours le regard de l'adulte quand il fait quelque chose, parce que lui, il ne sait pas si ce qu'il fait est dangereux pour lui ou pas. Et donc, avoir le regard bienveillant, mais pas sanctionnant de l'adulte à côté de lui, va le rassurer et va lui permettre justement de lui donner confiance. Donc, on va voir un petit peu les bienfaits du jeu en fonction des âges, parce que ça évolue, et les jeux évoluent eux-mêmes, donc on va voir un petit peu quels sont les jeux et quels sont les bienfaits en fonction de l'âge. Alors, de la naissance à 18 mois, ça va plus être centré sur la découverte du corps et de son environnement pour l'enfant, à commencer par l'éveil des sens. L'enfant va vouloir regarder, il va aimer toucher, sentir, écouter, goûter, c'est pour ça qu'il met tout à la bouche.
Et donc pour ça, tous les jouets tels que les mobiles, les hochets, les peluches, les jouets à toucher, les livres à toucher, les jouets musicaux, les objets à mordre, vont développer tous ces sens et vont commencer à développer certaines capacités. Alors évidemment, à cette époque-là, il est aussi curieux du monde des adultes, j'allais dire, et de tout ce qui l'entoure. Donc, ce n'est pas spécifiquement des jeux, mais il va être intéressé par la conversation des adultes, par les activités des adultes, par ce qu'ils font, par ce qu'ils écoutent, par leur distraction. Et donc, c'est important, j'allais dire, d'essayer de ne pas couper l'enfant du monde des adultes. En fait, il en fait déjà partie, même s'il n'y participe pas encore complètement. Donc, les deuxièmes types de jeux, donc les deuxièmes capacités que l'enfant va développer, ça va être les jeux de mouvement. Donc au départ, ça va être l'enfant va d'abord apprendre à s'asseoir et à se déplacer à quatre pattes, et puis ensuite il va se tenir assis, ensuite il va vouloir marcher à partir de 12 mois, et puis il va aussi commencer à saisir des objets. Donc il faut pouvoir lui donner des choses à se mettre sous la dent, comme on dit, donc sous la main plutôt. Alors évidemment, des objets adaptés à son âge, hein. Là voilà, j'ai ça dans ma boîte de meneur de jeu. Voilà, j'ai des choses comme ça qui sont un peu plus grands, mais il va donc pouvoir commencer à maîtriser son environnement avec la pince fine. Donc il va apprendre à attraper les objets, il va apprendre à les mettre, par exemple, à les positionner l'un sur l'autre. Il va coordonner ce qu'on appelle la coordination main-œil. Et il va donc aussi, pendant cette période, répéter beaucoup les mêmes choses, les mêmes gestes, et il va se fixer sur les mêmes jeux. C'est important de lui proposer des choses nouvelles, mais en fait, quelque chose qu'il aime, il va vouloir le refaire ad libitum. Il va vouloir réécouter une musique, toujours la même, et des centaines de fois, au point que, effectivement, des fois, pour les parents, c'est un peu lassant. Et voilà, pour l'instant, il ne va pas trop être intéressé par ses petits camarades, si ce n'est de point de vue de curiosité. Mais comme il n'a pas encore vraiment conscience de qui il est, qu'il est un être, j'allais dire, individué, c'est-à-dire qu'il a une personnalité, qu'il est lui-même, il ne va pas comprendre non plus qu'en face, il y a quelqu'un d'autre. Donc, les relations sociales, pour le moment, et les jeux, surtout, sont plutôt des jeux solitaires. Deuxième grosse période, alors c'est un peu, c'est caricatural, hein, mais c'est pour résumer. Donc de 18 mois à 3 ans maintenant, là c'est vraiment l'âge de l'exploration et de la découverte, en fonction justement des capacités de déplacement et de compréhension, d'appréhension du monde qui l'entoure, de l'enfant qui vont se développer. Le monde va s'ouvrir à lui. Donc sur plusieurs axes, et évidemment on va continuer à développer ses capacités physiques. Et là il va aimer des jeux qui mettent tout le corps en branle, comme les tricycles, comme les ballons, comme les balançoires. Il va commencer aussi à développer les jeux symboliques, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre un objet et lui donner un rôle. Il va prendre un bâton, et puis le bâton, il va devenir une baguette magique, un fusil, une épée. Donc c'est là où il va commencer à se raconter des histoires, à inventer des histoires, et à aimer les déguisements, parce qu'il va commencer à pouvoir jouer un rôle, jouer avec les mots aussi. Il va commencer à faire des jeux de mots, il va commencer à découvrir l'humour. Et ensuite, il y a des jeux qui sont aussi les jeux typiques de cet âge-là, ce sont les jeux d'imitation. Il va donc copier tout ce que font les parents. Il va cuisiner, il va téléphoner, il va passer l'aspirateur, il va conduire la voiture. Enfin,
il va imiter, il va faire semblant, hein, il ne va pas conduire réellement la voiture. Mais c'est pour ça que c'est tous les jeux de dinette et c'est tous les jeux où il y a des objets qui reproduisent les objets réels, entre guillemets, même si pour l'enfant, il n'y a pas de différence. Pour l'enfant, quand il fait semblant de téléphoner, lui, il téléphone vraiment, c'est ça. Le jeu, c'est sa réalité. Pour nous, on a l'impression que le jeu, c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Mais pour lui, il n'y a pas de différence. Quand il fait semblant, en fait, lui, il fait pas semblant. Pour lui, c'est important et c'est réel. On va y revenir. Alors, à 3 ans, à partir de 3 ans, c'est l'âge aussi où l'enfant commence à lier des amitiés, en tout cas à s'intéresser aux enfants de son âge, et à avoir des interactions, à jouer, à communiquer, ou à se fâcher, ou à pas être content, mais ou à se mettre en colère parce que l'autre lui prend son jouet. Mais ce sont effectivement les premiers liens sociaux. Alors, on continue, de 3 à 6 ans maintenant, là c'est l'époque du jeu par excellence, et de ce qu'on, nous, adultes, appelons les jeux, c'est-à-dire les jeux qu'on va lui donner, c'est-à-dire avec des physiques, avec voilà, des outils. Les jeux aussi, ça va être les premiers jeux associatifs, c'est-à-dire les premiers jeux où on va pouvoir commencer à introduire des règles du jeu, que ce soit des jeux d'extérieur, ou des jeux de société, ou des jeux de cartes, ou des jeux coopératifs. Mais il va commencer à pouvoir comprendre et appliquer une règle. Donc là, on rentre encore plus dans la sociabilisation, c'est-à-dire, voilà, c'est le jeu. Il va aussi aimer souvent modifier les règles. Et bon, après tout, ça fait partie du jeu de modifier la règle. Et c'est aussi l'époque où il va commencer, sans le savoir, où on va pouvoir commencer à introduire les premiers jeux pédagogiques, c'est-à-dire les jeux de lettres, comme les alphas par exemple, ou des jeux de comptage et de numération. Ceux qui sont abonnés au blog connaissent le Soroban, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, qu'est-ce qui fait que le jeu soit aussi fascinant et aussi important que ça pour l'enfant? Quand on voit, encore une fois, quand on voit un enfant jouer, il s'implique corps et âme dans ce qu'il fait. Il est entièrement pris physiquement et moralement par le jeu. Le jeu, c'est son métier. Pour les adultes, le jeu, c'est quelque chose d'assez déprécié, d'assez dérisoire, ou alors on joue après le travail, ou on joue pour se délasser. Mais ce n'est pas la manière dont l'enfant appréhende le jeu. Pour lui, le jeu, c'est toute sa vie, et c'est au travers du jeu, on l'a vu, qui va développer donc ses capacités de raisonnement, qui va découvrir le monde, qui va renforcer ses capacités motrices, tout ça sans s'en rendre compte. Et c'est le côté magique réellement du jeu, parce qu'en fait, ça se fait tout seul. L'adulte n'a pas besoin d'intervenir, et l'enfant ne se rend pas compte qu'il apprend des tas de choses. Donc il n'y a pas d'autres vecteurs, ni d'autres supports, ni d'autres moyens que le jeu, en tout cas quand il est tout petit, pour apporter tout ça. C'est le seul vecteur. Un enfant qui ne joue pas, et ça encore une fois j'insiste, un petit enfant qui ne joue pas va avoir des retards aussi bien psychologiques, va avoir des retards de compréhension, va avoir des retards sociaux. Un enfant qui ne joue pas va développer des retards. Donc, encore une fois, c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire jouer et de laisser jouer les enfants. Parce qu'une fois que l'enfant est dans le jeu, une autre chose aussi, une fois que l'enfant est dans le jeu, comme je disais, il est tellement pris que lui, il y passerait des heures. Donc c'est important de ne pas trop le couper de son jeu quand un enfant est pris et dedans. Donc, on a vu que la dernière fois que le jeu
est vital pour l'enfant. Aujourd'hui, on voit que vraiment le jeu est magique. Donc, avec les jeux, vivez des apprentissages dans la joie avec vos enfants. C'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça nous aide dans notre référencement, ça nous aide pour notre chaîne, ça nous aide à faire d'autres vidéos. Et donc, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.